tout le monde, absolument tout le monde bénéficie de services rendus par l'océan. Moi, je considère que c'est le rôle des chercheurs d'alerter les décideurs et l'opinion publique que l'océan du futur, c'est l'océan que l'on décidera d'avoir collectivement. Les nouvelles peuvent être bonnes pour l'océan. Tout le monde dépend de l'océan. Que l'on vive comme moi à quelques mètres ou kilomètres de la mer, ou que l'on vive au milieu des terres à Paris ou en Ouzbékistan ou ailleurs, tout le monde, absolument tout le monde bénéficie de services rendus par l'océan. J'ai vu des évolutions contrastées en fait. Moi, j'ai fait ma thèse et un postdoc, et puis après, j'ai été embauché au CNRS pour travailler sur les coraux et les récifs coralliens. Et donc là, j'ai vu vraiment les dégâts occasionnés par des activités humaines locales et globales. Je veux dire locales, le développement du tourisme, le développement des infrastructures côtières, etc. et global au travers du changement climatique. Là, j'ai vu vraiment de mes yeux l'évolution négative. Je ne veux pas donner de pourcentage, mais pas loin de 99,9% du CO2 qui rentre dans l'eau est certainement dû aux activités humaines. Pour habitude de ne pas vouloir faire de catastrophisme, et je pense que c'est très important, y compris pour une association, de présenter les choses de manière tout à fait honnête, et quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire aussi. Sur la côte méditerranéenne, française méditerranéenne, la qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée ces 15 dernières années, parce que du fait de directives européennes, toutes les municipalités ont l'obligation d'installer des usines de traitement des eaux usées. Le principal, évidemment, c'est son rôle modérateur des changements climatiques, parce qu'il absorbe, vous l'avez sûrement déjà vu, plus de 90% de l'excès d'énergie lié aux activités humaines. Il absorbe un quart des émissions de CO2. Et tout ça, ça modère le changement climatique. Si on n'avait pas d'océan, on aurait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère et on aurait un réchauffement qui est très supérieur à ce que l'on attend. Donc ça, c'est le rôle des océans dans la machine climatique, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres rôles sur la sécurité alimentaire, sur la protection des rivages, sur l'économie, le transport. On appelle en fait l'acidification des océans l'autre problème lié au CO2. C'est-à-dire que le premier problème lié au CO2, c'est le réchauffement. Vous l'avez dit, le CO2 augmente l'effet de serre et donc contribue à réchauffer notre planète. Parallèlement à ça, le CO2, et de façon indépendante, le CO2 cause cette acidification des océans. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que tous les gaz en fait, se répartissent équitablement entre l'atmosphère et l'eau de mer. C'est-à-dire que si le CO2 augmente dans l'atmosphère, il y a une partie de ce CO2 qui va aller dans l'océan de manière à ce que les concentrations et pressions partielles de CO2 soient identiques dans l'air et dans l'eau. C'est un phénomène, un principe physique. Et donc, comme le CO2 augmente dans l'air, il y en a, comme je disais tout à l'heure, à peu près le quart chaque année qui entre dans l'océan. C'est beaucoup, hein, c'est quand même de l'ordre de 26 millions de tonnes de CO2 par jour. C'est assez énorme. Il se trouve que le CO2, c'est un gaz acide. Pourquoi? Parce que quand il se mélange, il ne reste pas à l'état de gaz, en fait, quand il pénètre dans l'eau. Il se combine avec l'eau de mer, H2O, pour former un acide faible, l'acide carbonique. Et donc, c'est pour ça que l'océan s'acidifie. C'est parce que l'océan a absorbé du CO2 qu'il a combiné avec des molécules d'eau pour fabriquer un acide faible, l'acide carbonique. On a peu d'exemples aujourd'hui d'organismes ou d'écosystèmes qui sont affectés par l'acidification. Il y a des petits organismes, des petits mollusques qui ressemblent à des escargots qui vivent en pleine eau, qui ont été démontrés. Il a été démontré qu'ils étaient affectés par l'acidification aujourd'hui.
mais il y a finalement assez peu de manifestations. On pense que les principales, grâce à des expériences en fait, de laboratoire, les principaux organismes qui vont être négativement affectés, ce sont les organismes qui ont une coquille ou un squelette calcaire. Pourquoi? Parce que pour fabriquer une coquille ou un squelette calcaire, il faut deux briques. Le calcaire, c'est CaCO3, calcium, en anglais calcium carbonate. Donc il faut deux briques, il faut la brique calcium et la brique carbonate. Et il se trouve que lorsque l'océan s'acidifie, lorsque l'eau de mer s'acidifie, la brique carbonate devient moins abondante. Et donc les organismes ont plus de difficultés pour fabriquer leur coquille ou leur squelette. C'est la raison pour laquelle c'est des organismes à squelette calcaire, comme les coraux par exemple, ou à coquille, comme les huîtres, les moules, les théropodes dont je parlais tout à l'heure, ces petits escargots qui vivent en plein mer, sont affectés. Il peut y avoir des organismes qui bénéficient de cet excès de CO2. Là encore, mon souci de balancer en fait mais les aspects négatifs et positifs, mais objectivement les aspects négatifs l'emportent largement sur les effets positifs, mais il y a des effets positifs, par exemple pour certaines plantes marines qui utilisent le CO2 pour leur photosynthèse. La plupart des plantes marines n'utilisent pas le CO2 pour leur photosynthèse, elles utilisent une autre forme de carbone inorganique qu'on appelle le bicarbonate, mais certaines ne savent pas utiliser le bicarbonate, mais n'utilisent que du CO2. C'est le cas notamment des plantes à fleurs. C'est réversible, mais sur de très très longues périodes de temps, de l'ordre de 10 000 ans. Mais on peut stopper cette acidification de la même manière qu'on peut ralentir très fortement le réchauffement. En limitant les émissions de CO2, on voit que les modèles futurs, si on émet du CO2 à un rythme compatible avec l'accord de Paris, on voit qu'on stoppe complètement l'acidification. Le pH, c'est-à-dire le niveau d'acidité de l'eau de mer, reste stable et cesse de diminuer. Par contre, pour revenir à un pH, à une acidité donc, correspondant à la période pré-industrielle, l'océan a des mécanismes qui permettent cette régulation, mais ces mécanismes nécessitent de l'ordre de 10 000 ans pour être totalement efficaces. Donc, ce sont les phénomènes, disons, on va dire physiques, comme la pénétration du CO2 dans l'océan, ou son rejet, parce qu'il y a des endroits où l'océan rejette du CO2 dans l'atmosphère. Les zones d'upwelling, c'est des remontées d'eau profonde. Les eaux profondes sont plus riches en CO2, et donc lorsqu'il y a des courants qui amènent ces eaux profondes de plusieurs milliers de mètres jusqu'à la surface, on a plus de CO2 dans ces endroits-là, dans l'eau, que dans l'air. Et par le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, ce CO2 est émis vers l'atmosphère. Les mécanismes, on va dire la biologique, eux, sont la photosynthèse, qui capte du CO2, la respiration de toutes les plantes et tous les animaux respirent, et donc rejettent du CO2. Et donc ça, c'est le couple photosynthèse-respiration. Il y a aussi le couple calcification-dissolution du carbonate de calcium, avec la calcification qui, c'est contre-intuitif, mais rejette du CO2, et la dissolution qui en absorbe. Donc ça, c'est les deux couples de processus biologiques importants. Ensuite, qui interviennent dans le cycle du carbone, il y a les courants, j'en ai parlé tout à l'heure, pour les courants ascendants, mais les courants descendants, latéraux aussi, répartissent le carbone qui se présente en fait sous plusieurs formes, hein, vous l'avez compris. Quand il est inorganique, il se présente sous la forme de CO2, de bicarbonate, de carbonate ou d'acide carbonique. Et quand c'est du carbone organique, il se présente là aussi sous plein de formes différentes, dissoutes ou particulières. Et quand c'est particulière, ça peut être des organismes vivants ou des excréments de poissons ou de baleines. Et donc les courants répartissent ce carbone dans toutes les dimensions, vers le fond et sur les côtés. Il faut savoir que le GIEC ne fait aucune recommandation. Le GIEC analyse la littérature scientifique. Le GIEC ne fait pas de recherche à proprement.
propre. Le GIEC est là pour collecter toute l'information qui a été publiée dans des journaux scientifiques ou pas, ou dans des rapports, pour en faire une sorte de synthèse. Et ensuite, cette synthèse dit, eh bien, si on suit telle trajectoire, voilà ce qui va se passer. Si on suit telle autre trajectoire, voilà ce qui va se passer. Le GIEC ne se prononce jamais et ne fait pas de recommandations au gouvernement. C'est au gouvernement de s'emparer des évaluations du GIEC pour faire leur propre politique. Et donc, évidemment, le GIEC a joué un très grand rôle dans l'accord de Paris. Moi, je considère que c'est le rôle des chercheurs d'alerter les décideurs et l'opinion publique. On a identifié 4 groupes de solutions. Le premier, c'est les solutions qu'on a appelées décisives. Que les solutions basées sur l'océan, bien sûr. Dans l'océan, on n'a trouvé qu'une seule solution décisive, hormis évidemment la réduction des émissions de CO2 par les activités humaines. Mais dans l'océan, on peut mettre en œuvre les énergies marines renouvelables, qui sont un réservoir extrêmement important, immense d'énergie, sans émissions, bien sûr. Il y a un collègue américain qui a fait un modèle, disons, tout à fait exact, mais irréaliste, parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais il a montré, c'est un exercice de style, d'esprit, il a montré que si on couvrait l'Atlantique Nord d'éoliennes, on pouvait générer plus d'énergie que nous consommons actuellement. Alors ça ne se fera jamais, bien sûr, parce qu'on ne va pas couvrir l'Atlantique Nord d'éoliennes, et puis il faut non seulement la générer, cette électricité, mais il faut aller la chercher et l'amener là où on en a besoin. Mais ça montre le réservoir énorme que représente l'océan et ses énergies renouvelables. Il y a les solutions qui sont sans regret, c'est-à-dire des solutions qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la modération du changement climatique, mais qui en fait ont beaucoup de co-bénéfices. Et par exemple, le carbone bleu, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le carbone qui est stocké notamment par des plantes marines, les herbiers, les mangroves, les marais salés. Le carbone bleu, bien qu'il stocke beaucoup plus par mètre carré que les forêts tropicales, globalement, ça ne représente pas grand-chose. Ça représente à peu près, c'est largement inférieur à 2% des émissions de CO2 humaines. Donc on voit que c'est pour ça qu'on appelait ça sans regret, parce qu'elles ne sont pas très efficaces. Et par contre, elles ont beaucoup de co-bénéfices, par exemple pour la sécurité alimentaire, pour la protection des rivages, de l'érosion, pour la biodiversité, et donc sans regret, parce que même si c'est très modeste, il faut le faire. Puis après, dans un policier brief de l'INSERI, on avait identifié 2 autres catégories. La première, c'était des catégories qui étaient potentiellement intéressantes, concept stage, je crois. C'est-à-dire que ça marche sur le papier, mais il y a beaucoup d'inconnus, c'est des solutions qui n'ont jamais été mises en œuvre à grande échelle. Donc ça, c'est la fertilisation de l'océan, c'est l'alcalinisation de l'océan. Et puis on avait une catégorie qui était risky, celles qu'on estimait qui étaient risquées. Et il y avait notamment, mais pas seulement, les techniques de géo-ingénierie solaire. Il y a 2 types de géo-ingénierie solaire qui pourraient être mises en œuvre dans l'océan. C'est l'augmentation de l'albédo de surface, c'est-à-dire déposer une sorte de mousse à la surface de l'océan pour empêcher les radiations solaires de pénétrer, ou bien de vaporiser dans la haute atmosphère de l'eau de mer avec une pompe, de manière à augmenter la nébulosité et donc là aussi diminuer la quantité de radiation solaire qui parviennent à la surface de l'océan. On ne sait pas si ça va marcher. Il y a beaucoup de problèmes qui sont associés. Je veux parler d'un seul. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tous les évoquer, mais il y a au moins un problème, c'est que même si ces techniques marchent, elles visent à continuer à utiliser les combustibles fossiles jusqu'à la dernière goutte, en limitant le réchauffement de la planète. La réponse est oui. On argumente sur le fait que la biodiversité marine peut être reconstituée, parce qu'on en avait beaucoup perdu, peut être reconstituée d'ici 2050. Mais on montre des évolutions qui démontrent en fait la grande résilience de l'océan lorsqu'on prend les mesures adéquates.
les mesures adéquates, c'est la réduction des émissions de CO2, ça c'était totalement inévitable. Mais c'est aussi une meilleure gestion des ressources minières, mais aussi biologiques, éviter la surpêche ou la chasse aux cétacés. Et on montre que quand des mesures de management correctes ont été prises, les populations, par exemple, de baleines à bosse dans l'océan Pacifique ont rebondi de manière absolument spectaculaire en seulement une dizaine d'années. Il y a aussi les programmes de restauration qui ont aussi le potentiel de ramener beaucoup de biodiversité. Il y a un exemple qu'on cite dans l'article, c'est la forêt de mangrove du delta du Mékong, qui est la forêt la plus grande en fait, de mangrove de la planète et qui a été totalement détruite parce que les Américains, enfin les Européens appellent la guerre du Vietnam et que les Vietnamiens appellent la guerre américaine. Il y a encore une différence de perception. Donc les Américains ont utilisé du napalm. Ils ont totalement, 100% détruit cette forêt de mangrove. Et en encore une trentaine d'années, une restauration faite avec peu de moyens par les populations locales font que cette mangrove a été totalement restaurée. Donc c'est des améliorations qui sont absolument spectaculaires. On utilise ces arguments pour montrer que si on veut, on peut. Et donc l'océan du futur, c'est l'océan que l'on décidera d'avoir collectivement. Et donc si toutes les actions, et au premier rang desquelles l'action climatique est menée à son terme tel que les pays se sont engagés à le faire dans le cadre de l'accord de Paris, les nouvelles peuvent être bonnes pour l'océan.